Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme vous le savez, nous adorons plonger dans les profondeurs de Harry Potter, dans la profondeur de ses romans où se croisent tous les grands thèmes qui sont au cœur de la vie quotidienne de chaque lecteur. Après avoir traité du véritable pouvoir des reliques de la mort, de la place des femmes dans la saga Harry Potter, du racisme, de la religion ou encore du harcèlement scolaire, nous allons traiter d'une question qui est intrinsèque à l'ensemble du roman, celle évidemment de l'immortalité. Impossible d'évoquer Harry Potter et le monde magique sans aborder la question centrale de l'immortalité. Thème littéraire ou dimension quasiment mythologique, l'immortalité est présente dans l'histoire de presque tous les personnages principaux du monde magique d'une manière ou d'une autre. La mort, étape pourtant ultime de la vie, apparaît sous de très nombreuses formes dans Harry Potter et est à chaque fois aussi crainte qu'attendue, aussi voulue que redoutée, c'en est presque shakespearien. La quête d'immortalité de certains personnages, comme Voldemort par exemple, emprunte des chemins bien sombres, mais qu'il ne fut pas le seul dans le monde magique à arpenter. Convoiter l'immortalité veut-il dire pour autant que le seul chemin accessible serait le mal? J.K. Rowling y répond en quelque sorte par la négative, mais il conviendra d'y revenir ultérieurement. Bref, vous l'aurez compris, c'est un plongeon dans un thème passionnant que nous vous proposons à l'occasion de cette nouvelle vidéo. Alors, est-ce que les sorciers ont la même vision de l'immortalité que les moldus? C'est pour nous le premier point de l'histoire à explorer. Si les moldus ont une vie relativement courte, leurs petits camarades sorciers, grâce à la magie et à des traitements, il faut le dire, prodigieux, ont une vie bien plus longue puisque l'on place de manière assez coutumière l'espérance de vie des sorciers aux alentours des 120 ans, soit environ quand même 40 années de plus que nous pauvres moldus que nous sommes. Le rapport au temps et à la vie n'est donc pas tout à fait le même. La perception de la mort est par conséquent différente et ce n'est pas une nouveauté car l'histoire du monde magique démontre que la quête de l'immortalité n'est pas du tout une nouveauté. J.K. Rowling date elle-même son arrivée à une période historique charnière pour l'avenir des civilisations humaines, celle de la Grèce antique. Cette période où les moldus ont vu apparaître les bases des systèmes politiques, des systèmes de pensée, de la démocratie, de la philosophie, a eu également un impact plus que certain sur le monde des sorciers. À cette époque, certes, nous direz-vous, il n'existait pas encore une distinction véritable entre les deux mondes. Elle était tout du moins beaucoup plus discrète que le séparatisme engendré ultérieurement par l'instauration du Code international du secret magique. Pour en revenir à nos hippogriffes, il se trouve que la première représentation claire de la recherche de l'immortalité dans le monde magique peut être attribuée à un certain Herpo le Fou, ou Herpo l'infâme pour la traduction française. Ce personnage, dont on vous parlera forcément un jour ou l'autre sur notre chaîne, n'est autre que l'inventeur notamment du basilic. En tout cas, du tout premier qui fut répertorié. Ce personnage était clairement bercé par les forces du mal et c'est aussi lui qui créera le tout premier Horcrux dans cette recherche permanente de l'immortalité. Cette première expérience sera la suite probablement de nombreuses autres, dont la plus aboutie sera sans nul doute celle de Lord Voldemort qui créera lui 7 Horcrux, le 7e évidemment sera à son corps défendant. Cela nous permet d'introduire évidemment le côté maléfique de l'immortalité car J.K. Rowling évidemment déploie immédiatement une sorte d'avertissement. L'immortalité ne peut être que maléfique car par principe contre nature et qui contrevient donc de manière on ne peut plus claire à ce qui devrait être selon elle un chemin de vie. Dans les épisodes historiques du monde des sorciers que nous avons pu découvrir jusqu'à présent, il est vrai que l'immortalité est généralement, à quelques exceptions près, sur lesquelles nous reviendrons, associée aux forces du mal. Il faut reconnaître là une certaine logique puisque l'on sait que c'est le but ultime de Voldemort, mais c'est aussi possiblement celui de Grindelwald. Même si cette information devra être confirmée dans les prochains volets des Animaux Fantastiques, on peut en tout cas en faire l'hypothèse. Tous deux mêlent d'ailleurs étroitement la question de l'immortalité à celle du pouvoir dans une espèce de danse macabre visant finalement à conquérir aussi bien le pouvoir que l'immortalité, en liant les deux à un point pour le moins troublant. Tout cela prend place finalement dans la quête évidemment des reliques de la mort dont nous vous avions déjà parlé abondamment dans une précédente vidéo. Ces fameuses reliques de la mort qui combinées toutes les trois feraient de son intentaire le maître de la mort, celui que la mort elle-même ne pourrait défier car détenteur d'un pouvoir tellement puissant que personne ne pourrait évidemment s'opposer à lui. Si cette théorie n'a jamais été confirmée, faute de sorciers ayant réussi ce pari malgré un nombre impressionnant de candidats, il semble évident que la légende comportait une part de vérité. Après tout, le seul maître de la mort qui existait fut Harry Potter qui, pendant le très court laps de temps où il possédait les trois reliques, fut certes totalement invaincu, on peut en convenir. Cependant, là où Harry Potter ne cherchait pas l'immortalité ni la toute-puissance, ce n'était pas le cas évidemment de personnalités comme Grindelwald et encore plus comme Lord Voldemort. Voldemort avouait sa vie à la poursuite de l'immortalité. Après tout, c'était la seule chose à laquelle il ne pouvait survivre. Doté de son savoir encyclopédique, de sa foi en sa propre personne, de son héritage ou tout du moins de la part d'héritage
tâche qu'il acceptait d'assumer au détriment d'une autre, mais aussi de ses pouvoirs, il était on ne peut plus évident que le seul ennemi qu'il devait encore défier était la mort. Cette logique apparaît d'ailleurs très tôt chez le personnage de Voldemort, puisque dès la fin de son adolescence, il se lance dans cette aventure par la manière peut-être la plus atroce qui soit, c'est-à-dire la création d'Horcrux. Dans cette voie d'accès à l'immortalité, on voit bien que J.K. Rowling dresse déjà une mise en garde très sévère. Pour accéder à l'immortalité, le seul chemin possible est de renoncer à son humanité. Mais est-on vraiment immortel quand on laisse son humanité de côté en y renonçant et en s'adonnant à des actes on ne peut plus abjects? C'est toute la question. Et là aussi, dès Harry Potter à l'école des sorciers, nous disposons d'une preuve suffisante qu'être immortel condamne à une existence minable réduite au simple stade de parasite, comme c'est le cas de Voldemort qui a en réalité qu'une simple demi-vie. D'ailleurs, son intervention, finalement, de Peter Pettigrew, il est probable que Voldemort aurait dû se contenter encore très longtemps de cette semi-existence, l'obligeant à vivre sous la forme d'une entité un peu étrange. Ainsi, même le sacrifice de ce qui est le plus précieux à chaque personne humaine ne suffit donc pas à garantir une immortalité complète et totale, comme si quelque chose de plus grand que le mal avait fait en sorte de limiter la possibilité de certains maléfices. La description faite par J.K. Rowling du processus de création des Horcrux ainsi que de la vie de Voldemort après la mort de Lily et James Potter démontre bien que si l'immortalité existe, elle demeure cependant bien lointaine de l'image d'Épinal derrière laquelle court l'homme moderne. Il ne faut en effet pas s'y tromper, en questionnant ce sujet en permanence de l'immortalité, J.K. Rowling apporte là aussi une critique assez flamboyante vis-à-vis de toutes ces recherches et ambitions que l'homme est prêt à imaginer pour se rendre immortel au risque de passer à côté de ce qui vaut la peine d'être vécu dans une vie. L'amour, la joie, les peines, les douleurs, les difficultés, les réussites, les gloires, la transmission, bref, tout ce qui nous ramène à notre simple degré d'être humain dont l'existence sur Terre n'est qu'un passage de la grande histoire de nos civilisations. Alors, évidemment, on peut revenir à des bases plus potteriennes en faisant la critique finalement de ce procédé immonde que revêt la création des Horcrux pour atteindre l'immortalité, qui en réalité ne peut se gagner qu'au détriment des autres et de soi-même. On parle là d'un acte abominable, d'un acte détestable au plus haut point qui consiste à voler la vie d'une personne pour en quelque sorte l'aspirer. Cependant, le revers de la médaille demeure pour le moins peu encourageant pour quiconque voudrait s'engager sur ce chemin à l'aune de l'expérience vécue par Lord Voldemort. Alors, il est évident que lorsque l'on retrouve finalement l'entièreté de ses pouvoirs et de son enveloppe physique lors des événements de Little Angleton dans Harry Potter et la Coupe de Feu, on pourrait se dire que finalement il a réussi son pari. Mais là aussi, même immortel, l'homme est faible, aussi puissant soit-il, car là aussi J.K. Rowling, qui gère toujours son histoire d'une main de maître, introduit une notion très particulière. L'immortel est-il mortel? Et la réponse est évidemment oui. Lorsque Harry Potter assiste au cimetière de la demeure familiale des Gédusors au retour à la vie de Lord Voldemort, ce dernier ne se rend pas compte à ce moment-là de l'histoire qu'il fait face à un sorcier par nature et par essence tellement immortel qu'il ne peut être détruit et qui est désormais protégé de la seule chose qui a failli le réduire à néant, à savoir la barrière magique engendrée par le sacrifice de Lily Potter pour protéger son fils. Détruire un immortel sur le papier demeure pour le moins compliqué tant il est associé de manière indéniable à une forme de divinité. Seulement, dans le mal, il n'y a évidemment rien de divin et inversement, et c'est là où les décisions et actes de Tom Jedusor l'aveugleront tellement qu'il ne verra pas en réalité ce qui se voit pourtant comme le nez au milieu du visage. Dans le mal, encore une fois, point de salut. On ne peut pas dire que Voldemort a totalement échoué dans sa quête de l'immortalité, disons plutôt qu'il avait pris une sérieuse option pour réussir son coup. Mais qui échouera quand même grâce à l'intervention héroïque de Harry Potter et de ses amis. Le cas de Gellert Grindelwald est quand même nettement plus complexe, car nous continuons peu à peu à découvrir son histoire dans la saga des Animaux Fantastiques. Est-ce que Gellert Grindelwald recherchait véritablement l'immortalité? Il est difficile d'affirmer cette opinion de manière péremptoire dans la mesure où peu d'indices semblent accréditer cette thèse. Si l'on sait que Grindelwald était passionné par la légende des reliques de la mort, il apparaît en fait assez rapidement et de manière très relative, peu certain que cette quête soit en véritable rapport avec une volonté de vivre éternellement. Grindelwald, à contrario de Voldemort, et c'est peut-être sa nature relativement humaine qui fait la différence, semble plus intéressé par la conquête du pouvoir ultime sur le monde des sorciers que par son propre sort. Grindelwald est un personnage que l'on pourrait qualifier, tout du moins en partie, d'idéaliste. Si Grindelwald veut le pouvoir pour lui-même et dans une dimension exclusive, il n'est pas moins persuadé de ses idées et de sa volonté de domination des deux mondes, celui des sorciers et celui des moldus. Ainsi, l'immortalité ne semble pas être le but premier de Grindelwald. On ne sait d'ailleurs même pas s'il est poursuivi finalement véritablement les deux autres reliques de la mort. En tout cas, on croit savoir qu'il ne les a jamais eues en sa possession. La bague des Gaunt n'a jamais quitté l'héritage familial et la cape d'invisibilité a été transmise de Potter en Potter au cours du temps. Peut-être allons-nous découvrir dans la suite des Animaux Fantastiques que Grindelwald trouvera d'autres possibilités d'accéder à l'immortalité, mais en l'occurrence c'est quand même
peu probable ou ça nécessitera en tout cas un solide plan de la part de J.K. Rowling pour introduire cette logique-là. L'a-t-il déjà recherché? C'est probable, mais peut-être bien plus mollement que Voldemort. Peut-être aussi n'a-t-il pas réussi à se résoudre à la création d'Horcrux tant le processus est immonde. Grindelwald n'est pas un enfant de cœur, on le tient évidemment pour acquis, mais ce n'est pas non plus l'incarnation du mal absolu comme cela peut être le cas de Voldemort, tout au contraire. Leurs histoires, leur manière de voir le monde diffèrent du tout au tout, et on vous en parlait déjà dans une précédente vidéo. À ce stade, vous vous dites que finalement l'immortalité ne peut être réduite qu'aux forces du mal. Pourtant, J.K. Rowling a introduit là aussi plusieurs manières d'accéder à l'immortalité qui pour le coup ne sont absolument pas liées à la pratique des arts obscurs et des forces démoniaques. Son récit est d'ailleurs jalonné de très nombreuses pistes qu'il convient d'explorer. Évidemment, la première de toutes, c'est celle de la pierre philosophale. On apprend, dès Harry Potter à l'école des sorciers, qu'un sorcier a réussi à accéder à une forme très particulière de magie lui permettant de devenir immortel. Ce sorcier, Nicolas Flamel, a en effet réussi à accéder à une forme d'immortalité, mais qui en réalité n'est qu'une pirouette alchimique permettant de prolonger une vie d'une manière indéfinie. En effet, l'invention de la pierre philosophale permet à Flamel de produire un élixir de longue vie, lui garantissant ainsi une vie longue, bien plus longue que la moyenne. La vie de Nicolas Flamel sera longue, très longue, plus de 650 années passées sur Terre. Lorsque nous le découvrons physiquement parlant dans le second volet des Animaux Fantastiques, les Crimes de Grindelwald, on retrouve un Nicolas Flamel en chair et en os, mais que le temps a cependant abîmé malgré les pouvoirs extraordinaires de son invention. On peut imaginer que si l'élixir le tient en vie aussi longtemps, il n'empêche cependant pas le corps de se détériorer, certes lentement, dizaines d'années après dizaines d'années, à tel point quand même que l'on pourrait s'interroger sur la pérennité d'un tel système. Prolongement de la vie et immortalité n'est pas nécessairement la même chose, même si l'une tend vers l'autre, c'est évident. Les processus menant à la création d'une pierre philosophale n'ont absolument rien à voir avec la création des Horcruxes, par exemple. Bien au contraire, on est sur des procédés alchimiques qui tiennent autant d'un processus magique que du mysticisme quasi religieux. Cette pierre philosophale, aussi extraordinaire soit-elle, n'amène en réalité qu'une immortalité de seconde zone, et c'est peut-être voulu d'ailleurs par J.K. Rowling. Elle développe également dans son récit une autre forme d'immortalité au travers de la question de l'existence des fantômes. Alors là aussi, le moins que l'on puisse dire, c'est que l'on découvre une forme d'immortalité très largement contrastée et même dégradée. La place des fantômes dans Harry Potter n'est pas centrale sur la très grande majorité du récit. Elle reste même relativement assez secondaire, mis à part au travers de quelques informations disséminées ici et là par certains de nos fantômes préférés comme Nick Quasi-Sans-Tête. Si le fait de devenir un fantôme résulte d'un choix opéré par le défunt, ce dernier se retrouve condamné à une existence d'errance. Certains semblent le vivre assez bien, oui on ose le jeu de mots, mais pour d'autres c'est aussi une sorte de fardeau, une sorte de malédiction de rester coincé entre le monde des vivants et celui des morts. Alors évidemment, des personnages comme Nick Quasi-Sans-Tête semblent s'en accommoder de manière générale, mais on sent cependant que ce n'est pas la position la plus enviable qui soit pour ces derniers. La mort, encore une fois, apparaît presque comme une crainte et comme une peur infranchissable qui conduit ces défunts à faire le choix d'une immortalité qui peut parfois ressembler à un véritable calvaire. Devenir un fantôme, donc là aussi, est quand même une maigre part d'immortalité, mais c'est encore une fois une semi-existence et non finalement une vie éternelle. C'est toute la difficulté du choix à faire au moment de la mort. Mais là encore, pour le coup, l'immortalité semble absolument inatteignable. Alors, une autre forme d'immortalité est décrite également dans Harry Potter, mais demeure plus allégorique qu'autre chose. J.K. Rowling a, dès le début de son roman, institué l'amour comme rempart contre la mort, rempart ultime contre le trépas. En effet, le sacrifice de Lily Potter a conduit son fils à accéder à une forme un peu étrange d'immortalité. On peut parler de protection, de barrière magique, de tous les dérivés possibles et imaginables, mais en l'occurrence, il faut bien reconnaître que le fait quand même que le sortilège d'Avada Kedavra ricoche en quelque sorte sur Harry Potter, et donc cette barrière lui a conféré une forme d'immortalité. L'amour peut-elle donc engendrer une protection si efficace qu'elle protège du mal absolu et de la mort elle-même? Ça semble en effet être le cas, mais dans une dimension là aussi toujours très réduite. Il y a aussi, dans la saga Harry Potter, une autre manière d'assurer finalement son immortalité. Et Voldemort l'a peut-être compris très tardivement. Il l'a compris finalement dans une dimension qui n'était pas une dimension entre guillemets bénéfique, puisque on restait toujours dans le maléfique. Cette part d'immortalité, en fait, elle peut être aussi acquise par la transmission, d'où la conception finalement de Delphi Gélusor. Alors on sait que beaucoup d'entre vous ont été très choqués que dans l'intrigue de Harry Potter et l'enfant maudit, on invente en fait cette histoire d'enfant engendré entre Bellatrix Lestrange et Lord Voldemort pour conduire une prophétie à se réaliser, etc. Mais on voit bien quand même le fait que par la transmission, il y a quelque chose qui peut se passer aussi, qui peut conduire au chemin de
l'immortalité. Le fait d'avoir un enfant n'est pas quelque chose d'anodin, alors le fait d'avoir un enfant et de lui transmettre quelque chose d'important, et notamment l'amour, peut amener l'enfant à faire de grandes choses. Là, en l'occurrence, ça n'a pas été le cas, puisque encore une fois, on le répète, Lord Voldemort et Bellatrix Lestrange n'ont pas conçu un enfant par amour, n'ont pas conçu un enfant parce qu'ils étaient amoureux l'un de l'autre, ils l'ont conçu dans un but précis, c'est-à-dire permettre la résurrection de Lord Voldemort en cas de difficulté. On vous renvoie, évidemment, si cela vous intéresse, à la vidéo spécifiquement dédiée au personnage de Delphine Gélusor que nous avons déjà publié sur cette chaîne et que vous pourrez retrouver dans la playlist spécialement consacrée à la fois aux femmes du Wizarding World et à Harry Potter et l'enfant maudit. Dernier pan de cette question sur laquelle nous pourrions passer des heures, et finalement cette question peu aux confins du religieux et de la magie, c'est la résurrection accorde-t-elle l'immortalité? On voit bien que lorsque le deuxième frère Pévrel demande à la mort la pierre de résurrection, on s'aperçoit assez rapidement que l'illusion créée par cette seconde relique de la mort n'est en réalité là aussi pas véritablement un retour à la vie pour les personnes qui sont rappelées. On se trouve quelque part entre une apparition fantomatique et quelque chose d'autre. Mais en l'occurrence, rien ne permet de revenir véritablement du royaume des morts. Ce sujet mériterait d'être creusé un petit peu plus en avant, mais il est vrai que la base documentaire sur cette thématique n'est pas nécessairement gigantesque et demeure donc relativement difficile à décrypter, mais on vous promet qu'on va s'y pencher. Ce qu'il y a de certain, c'est que la question de l'immortalité dans Harry Potter n'est pas un sujet aussi simple qu'on pourrait le penser de prime abord. En l'occurrence, on ne sait pas véritablement si cette dernière existe réellement. Enfin, tout dépend de l'idée que l'on se fait de la vie éternelle, de la manière dont on aborde les choses et de notre perception personnelle. Mais ce qui demeure certain, c'est qu'on peut difficilement affirmer que l'immortalité existe dans le monde des sorciers. On peut cependant faire quand même l'hypothèse, c'est que les sorciers craignent tout autant la mort que leurs homologues moldus et que beaucoup ont fait le choix de repousser les limites du possible pour courir après le mythe de la vie éternelle. Parfois, on comprend mal d'ailleurs ce qui les motive véritablement. Il s'agit surtout à notre sens d'un aveu assez flagrant d'une faiblesse qu'ils ne veulent pas s'avouer et qu'ils ne veulent pas reconnaître, et c'est peut-être parfois dans les actes les plus cruels et les plus immoraux que s'illustrent les plus grandes faiblesses. Alors, l'immortalité existe-t-elle vraiment dans Harry Potter? À chacun de se faire son avis, et on vous attend dans les commentaires pour pouvoir en discuter tous ensemble. Nous en tout cas on a vraiment adoré faire toutes ces recherches et pouvoir faire cette vidéo sur cette question aussi importante de l'immortalité dans Harry Potter. On espère vraiment pouvoir en parler avec vous dans les commentaires parce que c'est vraiment une vidéo qu'on a adoré faire. Donc si vous nous rejoignez pour la première fois, on espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne. Pour tous ceux qui sont là depuis un moment, n'hésitez pas à venir débattre de ce sujet avec nous dans les commentaires. On sera vraiment ravis de pouvoir échanger un peu nos idées et nos conceptions sur ce sujet et sur cette problématique. Et puis n'oubliez pas de nous laisser un petit like parce que ça nous fait toujours plaisir de constater que nos contenus continuent à vous plaire au fur et à mesure des mois qui passent et du finalement chiffre fatidique des 200 vidéos qui approche quand même de manière assez rapide. Donc on espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve donc très bientôt pour de nouvelles aventures et on continuera à faire ces vidéos de fond sur les grandes thématiques abordées à l'intérieur de la saga Harry Potter.